Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au rapport d'audit interne. On le sait, dans une organisation, les décisions importantes reposent en grande partie sur des informations fiables et la bonne maîtrise des activités. Et pour les aider, les décideurs ont à leur disposition un document précieux, le rapport d'audit interne. Le rapport d'audit interne, c'est, sur un périmètre donné, une appréciation indépendante sur la manière dont les risques identifiés sont maîtrisés et une mise en lumière des points qui méritent une amélioration. Il permet d'identifier les écarts et les faiblesses par rapport aux attendus, de proposer des recommandations concrètes et actionnables, de soutenir la prise de décision et le suivi des actions correctives. Dans cette vidéo, nous allons voir comment produire un rapport d'audit interne utile, clair et opérationnel qui peut réellement servir aux managers et à la direction pour améliorer les processus et renforcer la maîtrise des activités. Le rapport d'audit interne, c'est le principal livrable d'une mission d'audit. Mais attention, ce n'est pas juste un document qui résume ce que l'on a fait sur le terrain. C'est l'outil qui transforme toutes les observations et analyses en actions claires et concrètes. Il est courant d'entendre que l'audit interne sert à découvrir des risques inconnus. En réalité, la plupart des risques doivent déjà avoir été identifiés et suivis par les équipes. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo consacrée à la cartographie des risques. Je vous mets le lien en description. Le rôle du rapport, lui, est différent. Il permet de porter un regard indépendant sur ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré et comment agir concrètement. Tout d'abord, le rapport permet de restituer des observations de manière compréhensible. Chaque mission produit des informations très techniques. Procédures, contrôles, données chiffrées, flux opérationnels. Le rapport transforme tout cela en messages clairs, compréhensibles par ceux qui doivent agir. Par exemple, plutôt que de dire « le contrôle X n'est pas appliqué correctement », le rapport doit montrer où se situe le problème, quels processus sont affectés et quelles conséquences cela peut avoir sur le résultat final. Il permet également d'identifier les points forts. Car si le rapport pointe les écarts entre ce qui devrait se passer et ce qui se passe réellement, il met aussi en lumière ce qui fonctionne bien pour que les bonnes pratiques soient reproduites. Prenons un exemple. Lors d'un audit de facturation, le rapport peut montrer que les validations manuelles posent un risque d'erreur, mais aussi que le suivi automatique des factures fonctionne parfaitement et pourrait servir de modèle pour d'autres étapes. Un bon rapport ne se limite pas à lister des problèmes. Il propose des solutions concrètes, adaptées aux pratiques du terrain. Si je reprends l'exemple de l'audit de facturation, on pourrait par exemple recommander d'automatiser certaines validations, d'ajouter des contrôles ponctuels sur les factures critiques ou encore de renforcer la formation de l'équipe pour éviter les erreurs récurrentes. Ces recommandations ne sont pas théoriques, elles sont immédiatement exploitables et permettent aux équipes de passer de la réflexion à l'action. Enfin, le rapport est un outil vivant. Il permet de vérifier si les recommandations sont mises en œuvre, si les mesures ont l'effet attendu et si les pratiques s'améliorent dans le temps. Sur le terrain, cela peut se traduire par un niveau simple. Tableau d'action avec responsable, échéances et indicateurs pour mesurer l'impact. Ce qui rend le rapport vraiment utile, c'est qu'il met en lien ce qui a été observé sur le terrain avec des actions concrètes, compréhensibles et réalisables par ceux qui doivent les mettre en œuvre. Il transforme l'information en action et c'est précisément ce qui fait la valeur de l'audit interne. Maintenant que vous savez en quoi le rapport d'audit interne est utile, on va voir comment le structurer pour qu'il soit clair et exploitable. Un bon rapport doit permettre à tous ceux qui le lisent de passer rapidement des observations à l'action. La première partie est souvent le résumé exécutif. C'est très clairement ce que lisent les managers en premier. Il doit aller à l'essentiel, présenter les points critiques et les recommandations principales avec des phrases simples et percutantes comme « Les validations manuelles sur le processus de facturation présentent un risque élevé d'erreur. Recommandation, automatiser les étapes critiques et former les équipes. » Ce résumé doit donner une vision globale, sans entrer dans les détails techniques, pour que chacun comprenne immédiatement où se situent les priorités. On a ensuite le contexte et les objectifs de l'audit. Cette partie explique pourquoi l'audit a été réalisé, sur quel périmètre et avec quelle méthode. Cela permet au lecteur de comprendre le cadre et les limites de la mission. Par exemple, audit du processus de facturation du 1er janvier au 31 mars 2026 pour vérifier l'efficacité des contrôles et la fiabilité des informations comptables. Le cœur du rapport, ce sont les observations détaillées. Chaque observation doit être claire, factuelle et illustrée, si nécessaire, par des tableaux, des graphiques ou des captures d'écran. L'objectif est que le lecteur comprenne exactement ce qui ne fonctionne pas, l'écart constaté, pourquoi ainsi que les conséquences de l'écart. Juste après chaque observation, on trouve les recommandations. Elles doivent être concrètes, actionnables et réalistes. L'idée est de montrer quoi faire, comment et par qui, parfois même avec un délai quand c'est possible. Ça donne quelque chose comme mettre en place une double validation sur les factures supérieures à 10 000 € avant le 31 mai 2026, ou bien former les équipes sur le contrôle des erreurs récurrentes dans les 30 prochains jours.
Enfin, une partie importante, mais souvent négligée, concerne le suivi et le plan d'action. Cette section transforme le rapport en outil vivant, permettant de suivre la mise en œuvre des recommandations et de vérifier que les mesures ont un effet réel. Un simple tableau avec action, responsable, échéance et état d'avancement suffit pour rendre le suivi concret et lisible. En suivant cette structure, le rapport devient plus qu'un simple document. Il devient un outil pratique qui permet à tous ceux qui le lisent de comprendre les problèmes, de prendre des décisions et de suivre les actions jusqu'à leur réalisation. Une fois le rapport d'audit interne rédigé, évidemment le but n'est pas qu'il reste au fond d'un tiroir. Pour être utile, il doit être lu et exploité par ceux qui vont agir. Selon les destinataires, son rôle change légèrement, mais l'objectif reste le même, transformer les constats en actions concrètes. Pour un manager opérationnel, le rapport est avant tout un guide pratique. Il montre où les processus posent problème et pourquoi. Par exemple, toujours lors de notre audit de facturation, certaines validations manuelles peuvent générer des erreurs. Le manager peut alors décider de renforcer ces validations, automatiser certaines étapes ou former son équipe. Ici, le rapport devient un véritable outil opérationnel. Il permet de passer directement de l'observation à l'action. Pour la direction, le rapport offre une vue d'ensemble. Il ne s'agit pas d'entrer dans tous les détails, mais de savoir quelles actions ont le plus d'impact et quelles décisions stratégiques sont nécessaires. Dans notre exemple, si les erreurs concernent les clients les plus importants, la direction peut décider d'investir dans un nouveau dispositif de contrôle automatique ou d'allouer des ressources supplémentaires. Le rapport devient alors une base pour décider et suivre l'efficacité des actions. Les rapports d'audit sont également examinés par des comités ou des instances. Dans ce cas, ils servent à vérifier que les recommandations sont mises en œuvre correctement, s'assurer que les risques critiques sont maîtrisés, arbitrer quand certaines actions nécessitent des choix stratégiques ou des ressources supplémentaires. Enfin, le rapport peut être utile à d'autres fonctions, comme le risk management ou le contrôle interne, pour compléter le suivi existant et renforcer la coordination entre les équipes. Pour illustrer tout cela, imaginons que le rapport identifie un risque sur les factures critiques. Le manager ajuste les étapes de contrôle et forme son équipe. La direction investit dans un outil automatisé pour sécuriser les validations. Le comité d'audit suit les progrès pour s'assurer que les erreurs diminuent réellement. En quelques pages, le rapport permet donc à différents acteurs d'agir chacun à leur niveau, de rester alignés et surtout de passer des constats à l'action concrète. C'est cette capacité à transformer les observations en mesures concrètes et mesurables qui fait du rapport un véritable outil vivant et puissant. Maintenant que nous avons vu à quoi sert le rapport, comment le structurer et qui le lit, on peut regarder comment le rendre encore plus efficace et utile sur le terrain. Un rapport bien rédigé n'est pas seulement clair, il doit inciter à agir et faciliter le suivi. Tout d'abord, il faut soigner la clarté. Le lecteur doit comprendre rapidement ce qui ne va pas, pourquoi c'est un problème et ce qu'il peut faire pour le corriger. Utilisez un langage simple, évitez le jargon inutile et structurez vos paragraphes de manière logique. Même si le rapport contient des données techniques, résumez l'essentiel en phrases courtes ou avec des bullet points pour que l'information clé ressorte immédiatement. Ensuite, priorisez les recommandations. Un rapport peut contenir de nombreux points à améliorer, mais tout n'a pas le même niveau d'importance. Classez vos recommandations selon leur impact ou leur urgence et indiquez si certaines doivent être traitées immédiatement. Ça va permettre au manager et à la direction de savoir par où commencer. On reprend notre exemple de l'audit du processus de facturation. Certaines erreurs concernent des factures critiques et doivent être corrigées immédiatement, tandis que d'autres concernent des procédures secondaires et peuvent être traitées plus tard. Le rapport peut présenter les actions critiques à mettre en œuvre dans les 30 jours, les actions importantes à planifier sur le trimestre, les améliorations secondaires sur le long terme. Un autre point clé est l'illustration des constats. Utilisez des tableaux, graphiques, schémas ou captures d'écran pour rendre les informations visuelles et faciles à mémoriser. Un exemple concret est toujours beaucoup plus parlant qu'un long paragraphe descriptif. Enfin, assurez le suivi et la traçabilité. Un rapport vivant n'est pas figé dans le temps. Il doit être accompagné d'un plan de suivi avec les actions à mettre en œuvre, les responsables, les échéances et l'état d'avancement. Pour résumer, un rapport d'audit interne efficace combine plusieurs éléments: clarté, priorisation, illustration concrète et suivi structuré. C'est ainsi qu'il devient plus qu'un document, un véritable levier pour améliorer les pratiques, sécuriser les activités et transformer l'observation en action. Voilà, nous avons parcouru l'essentiel pour rédiger un rapport d'audit interne clair, utile et actionnable. Son rôle, sa structure, ses destinataires et les bonnes pratiques pour maximiser son impact. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment produire un rapport efficace, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur la maîtrise des risques. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur le rapport d'audit interne, de découvrir toutes les bonnes pratiques et d'obtenir des conseils d'experts, retrouvez des formations IFACI dédiées sur notre catalogue en ligne. Comme toujours, je vous mets le lien en description.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus sur l'audit et le contrôle interne.